Mai 68 et les femmes, qu'est-ce que ça représente? Les femmes étaient présentes dans les universités. Il y en avait à peu près un tiers des effectifs étaient des femmes. Pourtant, dans le mouvement, elles sont présentes, mais au second plan. Hein. On ne leur donne pas la parole, elles ne la demandent pas tant que ça, comme si il était normal, évident, qu'un mouvement de cet ordre-là est dirigé par des hommes, comme toujours, finalement. Mais quand on regarde un petit peu plus près, on s'aperçoit tout de même qu'elles ont essayé de prendre la parole. Il y a la fameuse réunion avec Anne Zelensky, Françoise Friedman, etc., à la Sorbonne, où il y avait énormément de monde. Simplement, ensuite, c'est retombé. Voilà, c'est retombé. Autrement dit, 68 n'est pas un mouvement de femmes, mais c'est ce qui permet ensuite un mouvement de femmes. C'est une brèche. 68, c'est une brèche dans le pouvoir. Et comme toujours, parce qu'on peut dire que c'est général à travers l'histoire, les femmes ont su utiliser les brèches et les failles qu'il y avait dans le système de pouvoir pour dire et nous, enfin et nous. Bien entendu, peut-être pas en remontant à l'Antiquité, encore que. Mais au fur et à mesure que les femmes prennent conscience de leur domination, hein, surtout à partir du XVIIIe, la Révolution française, le XIXe, très très important, le féminisme évidemment, qui a été la cristallisation de cette conscience. Alors là, dès qu'il y a une brèche, et nous, hein, ça a été comme ça en 1789, en 1830, en 1848, au moment de la Commune, etc., etc. Et bien 68, c'est la même chose. Hein. Et les femmes ne se sentent pas prises en compte véritablement à ce moment-là, mais c'est une fermentation rapide, extrêmement rapide, qui va les amener 2 ans plus tard, au fond, à fonder le MLF, voilà, le mouvement de libération des femmes. Bien entendu, ce mouvement existait aux États-Unis. Hein, les Américaines étaient en avance sur les Françaises dans ce domaine-là, mais les liens étaient déjà considérables, et ensuite, 70, ça s'affirme, et les années 70-80 sont des années d'un dynamisme considérable en France pour toutes les revendications des femmes, avec des revendications qui étaient surtout sur le corps. N'est-ce pas ? Notre corps, nous-mêmes. C'était une des devises des féministes des années 70-80, c'est-à-dire l'accès à la contraception autorisé théoriquement par la loi Neuwirth, mais pas pratiqué. Une jeune femme ne pouvait pas arriver à se procurer des pilules dans les pharmacies. Elle était regardée absolument de travers. Bon. Et le droit à l'interruption volontaire de grossesse, qui est quand même une révolution. C'est une révolution. Reconnaître que les femmes ont le droit d'avoir un enfant, la fameuse devise, un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux. Hein. Choses qui sont toujours très actuelles, absolument actuelles. C'est une révolution, c'est l'habeas corpus des femmes. Hein. Les femmes conquièrent leur corps, affirment leur droit au corps, et le fait qu'elles puissent aussi gérer la contraception change complètement la relation dans le couple, la sexualité, la place dans la société, etc. etc. Donc c'est extrêmement important, et on peut dire que le mouvement des femmes aujourd'hui, 50 ans plus tard, hein, avec le mouvement MeToo, bon, balance ton porc en France, mais MeToo c'est quand même plus joli, c'est la même chose, enfin la même chose non, mais c'est la suite de ce mouvement. Aujourd'hui, les femmes disent « je ne veux pas être harcelée, et si je suis violée, c'est un crime. Hein, et je veux absolument réparation ». En France, ça avait été la loi des années 83, hein, 80 ou 83, à la suite du procès d'Aix-Marseille avec Gisèle Halimi. Donc, à l'heure actuelle, au fond, c'est toujours les femmes qui revendiquent les droits au respect à leur corps, à leur droit de dire oui ou non. Hein, et si c'est non, c'est non. Bon. Donc, je pense que à nouveau, il y a une irruption
considérable. L'événement d'aujourd'hui est un événement. C'est un événement de prise de parole. C'est un événement parce que les femmes dépendantes et victimes, hein, deviennent actrices. C'est ça qui est très très important. Elles étaient harcelées, elles n'osaient pas le dire, ou elles le disaient entre femmes, enfin on n'ose pas trop en parler, et maintenant elles disent, voilà ce qui m'est arrivé. Et je veux justice, je réclame justice. C'est un événement considérable, une nouvelle prise de parole, qui par ailleurs est adaptée, et peut-être même suscitée, je ne sais pas, mais par les nouveaux moyens de communication. C'est clair. Hein. Il est certain que les réseaux sociaux, ça permet une communication infiniment plus rapide, une manifestation beaucoup plus rapide, tout moyen qu'on n'avait pas en 68. Là est la différence quand même. C'est la différence des moyens de communication. Mais autrement, sur le plan de la défense du corps, de la revendication du corps, de l'autonomie du corps, c'est la suite de 68, et peut-être même que 68 est la suite de mouvements encore beaucoup plus lointains. Autrement dit, les femmes ont une histoire longue, une histoire faite d'avancées et reculs. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas linéaire. Hein. Il peut y avoir des avancées et ensuite il peut y avoir des reculs. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce qu'on appelle les acquis. Il faut absolument veiller à ça. Mais c'est une histoire continue, malgré tout. Est-ce que les femmes ouvrières ont été touchées par 68? Est-ce que 68 a servi à quelque chose pour les femmes ouvrières? La réponse est complexe. Les premières bénéficiaires, comme presque toujours d'ailleurs des révolutions, on pourrait presque dire les nantis, d'une certaine manière, c'est vrai. Hein, ceux qui sont au top de la société, oui, ce mouvement de liberté, d'égalité, ils en profitent davantage. Mais ça se diffuse. Les mouvements révolutionnaires ont toujours commencé comme ça. Hein. Ça commence par le haut, si l'on peut dire, hein, par ceux qui ont déjà les moyens d'expression, de revendication, de prendre en quelque sorte les acquis, mais ensuite il y a une diffusion dans le corps social, et les ouvrières aussi ont bénéficié peut-être pas tellement de 68, mais de 70, enfin, du mouvement de libération des femmes. Parce qu'il est certain que le droit à l'avortement, ça touche même encore plus les ouvrières que les femmes favorisées. Les femmes favorisées avaient toujours la possibilité d'aller avorter ailleurs, hein, on avait les possibilités. Une ouvrière ne peut pas. C'est pas possible. Donc c'est elles qui étaient encore les plus sujettes à la maladie, à la mort, etc., etc. Donc c'est un mouvement qui concerne tout le monde. Et je pense d'ailleurs que le mouvement des années 70-75 hein, a été un mouvement d'une très large extension sociale, comme peut-être jamais le féminisme n'en a eu autant. Parce qu'effectivement, les ouvrières se sentaient concernées par les revendications des féministes de cette époque-là. Alors, pour ce qui est de l'accès aux professions, de l'accès aux études, etc., etc., au premier abord, les femmes ouvrières sont évidemment moins touchées que les femmes de la moyenne bourgeoisie, de la petite bourgeoisie. Mais là aussi, c'est quelque chose qui finit par se diffuser dans toutes les classes sociales, à condition, bien entendu, qu'il y ait des revendications. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des grèves de femmes. Hein. Et ces grèves de femmes ont été probablement plus nombreuses après 70. D'abord, elles ont participé au mouvement de grève de 68. Hein, alors là, beaucoup. Mais dans les années 70, 75, 80, il y a des usines de femmes comme Moulinex, par exemple, en Normandie, beaucoup, le Jabi, enfin, il y a beaucoup d'usines de femmes qui sont touchées par la revendication sociale et qui sont extrêmement actives. Et il y a eu d'ailleurs des livres qui ont été écrits sur ces questions et qui montrent qu'il y a une parole de femme ouvrière qui émerge à ce moment-là. Puis alors on oublie qu'il y a eu, par exemple, le cas de Fabienne Loret, qui est extrêmement intéressant et dont il faudrait parler plus longuement.
Fabienne Loret, moi j'ai appris son histoire récemment, parce qu'elle a publié un livre extrêmement intéressant aux éditions Sileps, et où elle raconte son histoire. Elle était lycéenne en 68. Elle était lycéenne rebelle. Hein. Donc elle aussi, c'est pas une ouvrière au fond, hein, c'est quelqu'un de la classe moyenne. Mais elle est complètement saisie par la parole de 68, et elle est saisie par l'injustice sociale, et elle décide de s'établir. Alors ça, c'est quand même très original, parce qu'on parle toujours des établis masculins et jamais des établis femmes. Et bien, il y en a eu quelques-unes, dont elle, dont Fabienne Loret. Et elle raconte comment elle s'est établie et comment ensuite elle n'a plus quitté l'usine. Beaucoup d'établis ont quitté l'usine. Elle, non. Elle y a fait sa carrière professionnelle, renonçant finalement à un certain statut professionnel, mais comme par ailleurs elle était éduquée, enfin elle avait des instruments de savoir et d'expression, eh bien elle a fait du syndicalisme et elle est devenue quelqu'un de relativement important et actif dans la CFDT. Hein. Et on voit là comment une femme, hein, pas forcément d'un milieu très défavorisé, moyen, prend le parti de la classe ouvrière, entre dans la classe ouvrière et défend la classe ouvrière en mettant ses instruments d'expression, de savoir au service de la classe ouvrière. Je crois que c'est un très bel exemple.